Bonjour, je me présente, je suis Cyril Calvet, je coordonne le service de médiation scientifique du musée de préhistoire de Tautavel et aujourd'hui je vais vous parler des outils. Alors pour des raisons de conservation, nous parlerons essentiellement des outils en pierre puisque les autres matériaux comme le bois ou l'os se conservent beaucoup moins bien au fil des millénaires. Les outils les plus anciens découverts à ce jour ont été découverts en Afrique, ils proviennent du site de Lomekwi 3 au Kenya et ils sont datés de plus de 3,3 millions d'années. Sur ce site ont été découverts des blocs de pierre débités de différentes façons de manière à obtenir des éclats tranchants. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. J'ai ici deux blocs de pierre, deux galets plus exactement. J'ai un galet rond et épais qui va servir de marteau, que l'on appelle le percuteur, et un autre galet qui va me servir de support afin de débiter les éclats. Alors je choisis judicieusement le point d'impact sur mon support, et voilà, j'ai obtenu des éclats de pierre. Alors, ces outils qui paraissent très frustres et très simples vont permettre à l'homme d'ouvrir des animaux pour les dépecer, de couper de la viande, de racler du bois, et pourquoi pas se couper les cheveux. Vous voyez, ça fonctionne très très bien. Alors, c'est le début de la technologie, c'est donc le début de la grande aventure humaine. Alors, on ne connaît pas formellement l'artisan qui a confectionné ces premiers éclats de pierre, mais il s'agit très vraisemblablement de préhumains du genre Australopithèque. Par la suite, il y a environ 2,5 millions d'années, toujours en Afrique, dans le berceau de l'humanité, une nouvelle espèce va voir le jour, Homo habilis, ou l'homme habile. Alors pendant longtemps, on a cru que ces hommes étaient les premiers à fabriquer des outils de pierre taillée, mais les découvertes dont je viens de vous parler, sur le site kényan de Lomekwi 3, nous ont fait reculer cette invention de 700 000 ans environ. Les Homo habilis ont fabriqué des outils très simples, souvent à partir de galets, sur lesquels ils ont prélevé quelques éclats. Alors, en prélevant des éclats, ils ont aménagé un bord tranchant sur une partie du galet et conservé une portion tout à fait naturelle qui va servir de mode de préhension. Alors, ces galets, sur lesquels on aménage un tranchant et on réserve une poignée, ont plusieurs dénominations. Pour les anglophones, on parle de chopper, lorsque les éclats ont été prélevés à partir d'une seule face, d'un seul plan de frappe. Lorsque les éclats ont été prélevés à partir des deux faces, d'une manière alternante, on parle de chopping tool. Par exemple, le chopping tool ici, on voit qu'on a alterné les enlèvements un coup sur cette face, un coup sur celle-ci, un coup sur cette face, un coup sur celle-ci. Le tranchant sinueux se situe au milieu. Ce sont donc des chopping tools. Alors en français, on parle de galets taillés ou de galets aménagés, uniface quand on a tapé sur une seule face, et biface, ou bifacial lorsque l'on a tapé sur les deux faces. Ces outils ont certainement été utilisés pour faire des actions très violentes, comme par exemple briser des os afin d'en extraire la moelle, mais aussi pour racler, pour couper, pour scier. Ils vont être utilisés durant toute la préhistoire, beaucoup plus au début et très peu vers la fin. Il y a environ 2 millions d'années, en Afrique, apparaît une nouvelle espèce humaine, Homo erectus. Cet homme est plus grand que ses prédécesseurs, il est doté d'un gros cerveau, il n'est plus uniquement charognard puisqu'il va chasser, utiliser le feu, il va quitter le berceau africain et va être l'inventaire d'un nouvel outil, plutôt joli, avec une belle symétrie, bilatérale et bifaciale, doté d'un tranchant qui recouvre souvent la totalité ou une grande partie de la périphérie de l'outil. C'est le fameux biface. Cet outil va être réinventé de nombreuses fois dans divers endroits de l'Afrique et de l'Asie. Il va être utilisé durant environ 1 million d'années et certains préhistoriens avancent qu'il s'agit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité de l'expression du sens de l'esthétique, de la beauté ou de l'harmonie. Les bifaces sont utilisés pour de nombreux usages. Ils vont servir à couper, à racler, à scier, à creuser, et c'est pour cette raison que les préhistoriens le nomment souvent le couteau suisse de la préhistoire. Les cultures à biface sont nommées Acheuléennes, en référence aux carrières du faubourg de Saint-Acheul, à Amiens, où au XIXe siècle, on a mis en évidence la présence de ces artefacts associés à des ossements d'animaux disparus depuis bien longtemps.
Il y a environ 400 000 ans, une nouvelle technique de dépitage de la pierre va voir le jour. C'est une méthode qui permet l'obtention d'éclats de pierre avec un haut degré de prédétermination, c'est-à-dire que l'homme préhistorique va préparer un bloc de pierre de manière rigoureuse pour obtenir un ou plusieurs éclats dont il connaît précisément la morphologie à l'avance. Cette technique est nommée méthode Levallois, car encore une fois, elle fut mise en évidence par les préhistoriens français du XIXe siècle dans les carrières de Levallois-Perret. Voici quelques exemples de débitage de Valois. Nous avons ici un bloc sur lequel nous n'avons pas encore prélevé d'éclat. On peut l'appeler parfois carapace de tortue. Ici, un autre bloc sur lequel il a été prélevé un éclat en percutant un endroit judicieusement choisi, un éclat unique que l'on appelle éclat préférentiel, Levallois. Alors cet éclat, il est coupant sur la totalité de sa périphérie, ou presque la totalité, et on voit dans ce cas précis que le déchet est beaucoup plus important que le produit désiré. Alors ce déchet, on l'appelle le nucléus. Alors pour l'exemple, on a ici quelques nucléus levallois qui ont été débités, donc encore une fois une belle préparation avec un bel éclat préférentiel qui a été prélevé ici. On a ici le négatif de l'éclat qui a été extrait de ce nucléus, de ce bloc. On a parfois de tout petits nucléus qui sont minuscules, mais la technique reste la même. On a préparé soigneusement le bloc de pierre pour prélever ici un petit éclat préférentiel qui n'est pas plus gros que l'ongle de mon pouce. Et avec cette technique, on peut aussi obtenir des pointes très fines, triangulaires. Ces pointes triangulaires, on les appelle les pointes Levallois. On peut aussi confectionner des éclats très réguliers, plus longs que larges, que l'on appelle les lames Levallois. Cette méthode est largement utilisée durant la période que l'on nomme le moustérien, donc qui provient de l'abri du Moustier en Dordogne. Et sur la fin, elle est le produit d'au moins deux humanités, puisque ce sont les hommes de Néandertal et les Homo sapiens qui vont les utiliser. Avec l'arrivée des Homo sapiens en Europe, il y a environ 40 000 ans, l'usage des lames va se généraliser. Alors les lames ne sont rien d'autre que des éclats de pierre qui, par convention, doivent être 2 fois plus longs que larges. Alors les lames sont des supports d'outils universels, puisque avec une lame, si on la retouche sur son extrémité, on peut obtenir un perçoir. Si on la travaille sur l'extrémité d'une manière successive avec un percuteur, comme ça, de manière à obtenir un bord arrondi et abrupt, eh bien, on aura fabriqué un grattoir pour travailler les peaux de bête. Si on place des coups judicieusement sur l'extrémité de la lame, qu'on appelle des coups de burin, eh bien, on obtiendra justement un burin, un outil très pratique pour travailler le bois de renne, par exemple. Si on la retouche par pression, eh bien, on pourra obtenir un denticulé, un élément de faucille qui servira par exemple à moissonner les céréales, ou encore une pointe de flèche. Alors, au néolithique final, aux alentours de 3000-2500 avant Jésus-Christ, certaines lames de silex de très bonne qualité vont être produites en grand nombre et exportées sur de longues distances. Les déchets de cette production industrielle se rencontrent en abondance sur les ateliers de certaines régions où se trouve la matière première, comme par exemple au Grand Pressigny, en Indre-et-Loire, sous la forme d'énormes nucléus levallois très allongés que les pionniers de la préhistoire ont nommés par analogie les livres de beurre. Alors, sur ces livres de beurre, nous voyons ici les négatifs d'enlèvement d'où ont été prélevées de très grandes lames régulières pour la confection de poignards, par exemple. On constate encore ici que le déchet est plus important que le produit recherché. À l'extrême fin de la préhistoire, après la dernière grande glaciation, le climat va se réchauffer et l'Europe va se recouvrir de forêts. C'est pendant cette période, aux alentours de 5800 avant Jésus-Christ, que des voyageurs venus du Moyen-Orient arrivent chez nous avec 2 inventions qui vont révolutionner et bouleverser la face du monde, l'agriculture et l'élevage. Ces gens-là ne sont plus seulement chasseurs, cueilleurs et nomades, ils vont désormais domestiquer les animaux et cultiver des graminées. L'Europe de l'après-glaciation s'est recouverte de forêts. Et bien sûr, on ne peut pas cultiver du blé ou élever des bovins en pleine forêt.
L'homme invente donc un nouvel outil de pierre pour abattre la forêt, la hache à lame de pierre polie. Bienvenue dans le monde des paysans du néolithique, la nouvelle pierre ou la pierre polie. Après avoir été façonnées comme un biface, ces haches taillées vont être régularisées par bouchardage et enfin polies par frottement ou abrasion sur des blocs de grès. Le polissage va procurer un pouvoir de pénétration dans le bois beaucoup plus important, tout en donnant de la cohésion à la lame, en prévenant son éclatement à la cognée. Ces lames de pierre polie sont fabriquées à partir de différentes roches, comme le silex, et toute une variété de roches tenaces, parfois exportées sur de longues distances. Mais ces lames de pierre polie vont devenir parfois bien plus que de simples outils d'abattage. Elles vont être manufacturées dans des dimensions non fonctionnelles, parfois en roche noble, comme la jadéite, et vont être importées sur de très longues distances pour finir dans des tombes monumentales de personnages importants. L'outil deviendra alors un symbole de pouvoir ou de richesse qui accompagnera son propriétaire jusqu'à dans l'au-delà. Aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ, une invention va permettre de prévenir l'éclatement des manches de bois à la cognée, car en effet, sous l'effet des chocs répétés, la lame de pierre va avoir tendance à agir comme un coin, elle va s'enfoncer dans le manche de bois et va finir par fendre le manche. Pour prévenir cet incident, les néolithiques vont interposer une gaine ou une douille en bois de serre entre le manche et la lame de pierre. Cet intermédiaire, en matière dure animale, va permettre aussi d'allonger artificiellement la lame de pierre, permettant ainsi d'utiliser des lames plus courtes et d'économiser la roche et le temps de travail pour façonner la hache. Nous allons terminer avec un autre outil qui va être détourné de son sens premier pour devenir un symbole, le poignard de silex. On a vu tout à l'heure qu'en France, dans la région du Grand Pressigny, il y a eu au néolithique final une production intensive de grandes lames de silex destinées entre autres à la fabrication de poignards. Ces poignards, bien que généralement utilisés comme couteaux à moissonner, sont aussi un symbole guerrier masculin que l'on va retrouver figuré sur les statues menhirs et dans certaines sépultures masculines. Par exemple, aux alentours de 2400 avant Jésus-Christ, les tailleurs de pierre d'Europe du Nord vont se surpasser pour imiter en silex les productions métalliques produites plus au sud. Dans ces régions nordiques, dépourvues de cuivre et d'étain, les artisans de la fin du néolithique vont confectionner les derniers chefs-d'œuvre de l'industrie lithique, représentés par 6 types de poignards en silex et aussi par des fossiles à moissonner en forme de croissant de lune. Vers 1700 avant Jésus-Christ, on retrouve des épées en bronze associées aux dagues de silex dans les tombes de guerriers. L'usage de la pierre va s'estomper peu à peu, la préhistoire va s'achever, nous sommes désormais en route vers l'histoire. J'espère que cette présentation vous aura plu. Vous avez la possibilité de poursuivre avec les quiz disponibles sur les pages web et les réseaux sociaux du musée de préhistoire de Cotavel. Bon confinement à tous, prenez soin de vous et de vos proches.